À votre écoute, passion, partage, bonheur, vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Je suis en face de quelqu'un que je n'ai pas vu pendant très très longtemps, pour qui j'ai, ma foi, beaucoup d'estime, parce qu'à un moment de ma vie, j'étais au chômage, comme ça arrive parfois. Et puis plutôt que d'essayer de me retrouver une place rien que pour moi, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour monter mon entreprise et puis je vais aller chercher des demandeurs d'emploi qui ont des profils qui sont complémentaires aux miens, puis on va monter notre boîte ensemble. Et puis pour ça, il me fallait une association qu'on avait appelée Interactivité, Développement et Emploi. Et puis, la personne que j'ai en face de moi, c'est la personne qui m'a aidé à monter tout ça. C'est elle qui, à cette époque-là, mais il y a très longtemps maintenant, a fait en sorte que je puisse être inscrit avec cette association au registre du commerce. C'est la personne qui s'était bougée à ce moment-là. Donc, il s'agit de Renaud Gauthier, que je suis très heureux de retrouver aujourd'hui. On s'est vu il y a un petit mois et demi, on a discuté ensemble au café. Il m'a raconté de la façon dont il est parti en vrille à un certain moment de sa vie. Je souhaite à personne de passer par là parce que c'est pas drôle. Quand on perd un enfant, des fois, il y a des liens de cause à effet derrière qui font que votre vie, elle est profondément bouleversée et puis qu'on est amené à faire des conneries. Moi, je vais pas lui jeter la première pierre parce que je crois que chacun a sa dose. Mais là, il a fait très fort, mon ami. J'aimerais comprendre comment on est dans une situation finalement qui était à la base assez confortable pour toi. Je comprends très bien le lien qu'il y a entre une situation confortable et le fait qu'au moment où on a vraiment une catastrophe familiale devant soi, qu'on souhaite bien évidemment à personne, qu'est-ce qui se passe pour qu'on se dise, voilà, moi ce que je veux maintenant c'est peut-être me protéger de tout cela, je veux pas le voir maintenant, j'ai envie de continuer ma vie, j'ai envie de continuer d'avoir un statut social qui me correspond, de peut-être continuer à être brillant vis-à-vis de mon entourage, et puis je commence à dévisser. C'est un peu ça qui s'est passé ? Bonjour Michel. Alors, c'est extrêmement résumé ce que tu as dit. Je voudrais donc ajouter une ou deux choses. Oui, j'ai perdu en 2003 la nuit où Alinghi gagnait la première Coupe América, une enfant de 20 ans qui était en Espagne pour faire du cheval durant une année sabbatique après sa battue. La perte d'un enfant est quelque chose d'absolument épouvantable. J'en veux pour preuve qu'il n'y a pas de mot pour ça. On peut être orphelin, on peut être veuf, mais il n'y a pas de mot qui qualifie la perte d'un enfant. Je pense que c'est probablement pas pour rien, parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'extrêmement violent, suivant comment ça se passe, et c'est quelque chose qui fait que d'un instant à l'autre, votre vie va changer. C'est toujours la même chose, il y a une perte, et puis ensuite il y a la gestion de la perte. C'est les cauchemars administratifs, comme par exemple expliquer à Swisscom qu'il faut annuler un abonnement de téléphone, ce à quoi on vous répond que comme elle a souscrit pendant 2 ans, non, on ne va pas l'annuler. Alors ce à quoi vous répondez, je vais vous donner le numéro de sa tombe, puis vous arrangerez avec elle. C'est l'université dans laquelle elle était inscrite qui ne veut pas désinscrire une élève, parce que c'est pas l'élève qui le fait, à laquelle il faut produire un certificat de décès. C'est plein d'histoires comme ça qui rajoutent de la violence à la violence et qui rendent les choses, je crois, particulièrement difficiles. Puis ensuite, il y a un autre phénomène qui se passe, il faut savoir faire son deuil. Et faire son deuil, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Donc j'imagine que chacun va réagir, essayer de gérer ça différemment. Moi, j'ai pas su. J'ai tout simplement pas su. J'ai skippé, j'ai effacé, j'ai sauté. J'ai pas fait mon deuil. Et cette histoire m'a rattrapé une vingtaine d'années plus tard.
Et c'est au bout de ces 20 ans que je me suis rendu compte que si je m'étais effondré, c'était entre autres par le fait que je n'avais pas réussi, je n'avais pas pris le temps de faire mon deuil. On le sait tous, hein, le cerveau, des fois, il a une compétence qui peut être aidante à certains moments, c'est que quand c'est trop difficile à assumer, il verrouille quelque part et puis il fait en sorte que tu t'en préoccupes pas. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où quel a été le déclencheur pour que finalement tu reviennes là-dessus, sur ce moment de cette phase de vie? J'ai donc fait une grosse casse qui m'a valu le fait d'être hospitalisé pendant 3 mois, ce qui m'a aidé en partie à prendre conscience de ça. Mais la chose qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est lorsque j'ai dû subir une expertise psychiatrique. La psychiatre désignée par le tribunal m'a un jour posé une question. Elle m'a dit « Est-ce que vous rêvez ?» Et je lui ai dit « Non, ça doit faire une 20aine d'années que je rêve pas. Pourquoi ?» Elle m'a dit « Mais c'est pas possible, vous devez forcément rêver. » Et je lui ai dit « Oui, depuis 20 ans, j'ai des espèces de petites capsules de courts instants qui tournent, ce sont toujours à peu près les mêmes, 5 ou 6 mêmes, qui tournent et auxquels ce sont les seuls rêves que je fais. » Et lorsqu'elle m'a demandé à quoi ces capsules étaient liées, je lui ai dit au décès de ma fille. Et là, elle m'a dit, mais enfin, c'est pas possible que vous ne vous ayez pas rendu compte, que vous ne rêviez pas, etc. Je lui ai dit, mais j'avais aucune idée. J'avais aucune idée que de rêver des mêmes choses pendant 20 ans était une sorte de signal d'alarme. Je savais pas. Elle m'a dit, mais vous souffrez d'un stress post-traumatique. Je lui ai dit, ah bon, très bien, si vous le dites, ça doit être vrai. Et lorsque j'ai revu le psychiatre qui me suivait, tombé un peu de sa chaise, il m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas parlé? Je lui ai dit, mais une fois de plus, je ne savais pas que je devais vous dire que je rêvais qu'à ces 5 ou 6 mêmes choses pendant si longtemps. Je ne savais pas du tout que c'était anormal dans le sens étymologique du terme. C'est donc ça qui m'a aidé à me rendre compte de faire du chemin en arrière, ou plutôt de rembobiner le fil et de me rendre compte que je n'avais pas réussi à faire mon deuil. Il y a eu cette phase de prise de conscience. Si j'entends bien, cette phase de prise de conscience avec cette psychiatre, c'est au moment où d'un seul coup, il y a des gens qui se sont rendus compte que tu avais fait des conneries et qui ont été te chercher pour ça? Alors, les gens ne s'en sont pas rendus compte. C'est moi qui me suis dénoncé. C'est moi qui me suis dénoncé d'avoir fait des choses totalement inacceptables, comme celle d'avoir, entre autres, volé, dépouillé quelqu'un de ma famille. Et c'est moi qui me suis dénoncé, et c'est à ce moment-là où j'ai été hospitalisé, c'est à ce moment-là où l'aimable machine judiciaire s'est mise en place pour m'expliquer que c'était pas bien de voler des gens, ce dont je suis parfaitement d'accord. Te connaissant, je comprends bien que c'est quelque chose qui est... Putain, mais comment tu t'es fait 1 année à l'ombre pour cela? Enfin, il y avait 3 ans, je crois me rappeler, c'est ce que tu m'avais dit, dont 1 année à l'ombre. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Parce que moi, 1 année à l'ombre, je peux même pas l'imaginer. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand on lit les journaux, alors déjà, il y a ceux dont on cite le nom, ce qui était mon cas, de façon à bien te démolir, toi et ta famille, sur la place publique. Alors, j'aimerais préciser que ceux qui nous écoutent et qui croient qu'en écrasant les autres, on s'élève, je crois qu'il faut simplement ne pas écouter cette émission plus loin. Parce que moi, j'ai en face de moi quelqu'un qui a un vécu que j'aimerais quand même, parce qu'il résonne en moi, parce que je vois derrière les yeux de Renaud suffisamment loin pour voir qu'il a
il a payé ce qu'il avait à payer, entre guillemets, en théorie vis-à-vis de la société, mais il m'a dit d'entrée, quand on a décidé de faire cette émission, qu'il aimerait qu'on parle des... Alors, j'ai deux remarques. Non, on n'a jamais fini de payer. Jamais. Donc, je raconte juste, donc j'ai été condamné. Après, j'ai été convoqué à l'office cantonal à la détention, où on m'a dit, il y a 3 possibilités, où on vous met un bracelet, où vous faites des travaux d'intérêt généraux, ou vous êtes en semi-liberté. Alors, le bracelet, m'a-t-on dit, c'est pas possible pour vous, puisque vous avez été condamné à 3 ans, dont 2 avec sursis. Les travaux d'intérêt généraux, il n'y en a pas, qui prouvent d'ailleurs, là encore, une certaine forme de laxisme. Et la 3e, c'était de passer 1 an en semi-détention au Vallon, qui est cette très jolie grande maison juste à l'entrée de Vendeur. Alors, entre le moment donné de la décision et la lettre où on me dit « vous pouvez vous présenter tel jour à telle heure au Vallon », il y a 1 an qui s'est passé. Donc pendant 1 an, on vous laisse avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, en sachant pas quand vous allez être convoqué. On peut déjà se demander l'efficience du système qui consiste à vous faire attendre aussi longtemps. Quelle était ta question exacte ? Ma question, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Bon, ouais, alors j'avais plusieurs questions. Non, attends, la première, non, laisse-moi, cette fois tu me demandes de faire la boucle, je la fais. En fait, tu m'avais proposé qu'on discute des invisibles aujourd'hui. Oui. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, dans la question, c'était, Renaud, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant cette année de détention? Et là, tu es en train de me dire que tu rajoutes qu'en fait, avant cette année de détention, tu as eu 1 année d'attente d'épée de Damoclès. Donc, tu as commencé à gamberger bien avant de rentrer en tôle. Oui, parce que dans le fond, c'est très, quand tu as des enfants, etc., et tout, c'est très mineur, c'est très compliqué de savoir comment t'organiser quand tu sais pas si demain tu auras une lettre te disant faut vous présenter dans 3 jours ou pas. Mais c'est le côté solidement déshumanisé de l'administration. Le dossier suit son cours, donc ça va prendre du temps, etc. Tout. Donc oui, j'ai passé 1 an au Vallon, en étant détenu là-bas en gros de 6h du soir à 6h du matin, avec la possibilité de sortir pendant la journée pour m'occuper de mes enfants, dont ma fille relativement jeune à l'époque, et de pouvoir continuer à un petit peu travailler de ci, de là. Je pense que quand on vit une expérience comme ça, c'est pas forcément nécessaire. Il faut essayer d'en tirer le meilleur. Je dois dire que j'ai rencontré une équipe de gardiens au Vallon qui étaient des gens tout à fait extraordinaires, qui étaient généralement des vieux briscards qui avaient fait leur temps à Chandelon ou ailleurs, et qui étaient un peu fatigués, et qui avaient envie d'aller dans un système un peu plus ouvert. C'est vraiment des gens, je ne le dirai jamais assez, que j'ai trouvé tout à fait à la hauteur, extraordinaire. Le problème de la détention, ou plutôt de la condamnation, elle entraîne 2 choses, et on va arriver avec ça aux invisibles. Dans le fond, théoriquement, et d'ailleurs c'est même ce que dit le droit pénal dans ses articles généraux, une fois que vous avez purgé votre peine, que vous avez donc, dans le fond, entre guillemets, payé pour la société, vous êtes censé remettre les compteurs à 0. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Parce que vous allez traîner pendant 15 ans votre casier judiciaire. Votre casier judiciaire vous empêche de trouver facilement un logement, vous empêche de trouver un travail, vous complique la vie à tous les coins de rue. Alors, j'ai donné 3 exemples. Je vais parler de la Fondation Suisse de déminage, pour lequel je suis allé les voir savoir si je pouvais faire du bénévolat chez eux. On m'a répondu au bout de 3 mois qu'un garçon aussi détestable que moi, avec ce qui m'était arrivé, c'était hors de question qu'on me donne du travail bénévole. J'ai ensuite été voir à la Croix-Rouge, Genevois, si je pouvais faire du bénévolat. J'aurais beaucoup aimé pouvoir distribuer les livres dans les lieux d'accueil pour les réfugiés ou les prisons. Après
toute une série d'entretiens, on m'a dit que c'était envisageable pour autant que je fournisse mon casier judiciaire. Ce qui veut dire qu'une personne qui est condamnée porte un stigmate ad vitam aeternam et que suivant quel est votre encadrement, cette histoire du casier judiciaire plus potentiellement les dettes que vous pouvez avoir, donc les poursuites, font que vous forcez les gens au choix le plus facile qui est de retomber dans la délinquance plutôt que de se réintégrer parce que peu de choses sont faites pour ces gens-là. J'entends. Aujourd'hui, théoriquement, tu as payé, mais dans la pratique, il y a des millions qui ont giclé dans cette histoire-là. Ça se rembourse ? Tu fais comment, là ? C'est quoi l'histoire ? Alors, tu es évidemment censé rembourser tout ou partie de ce que tu as pris. Alors, je dois ici remercier 2 personnes, dont je ne donnerai pas les noms pour des raisons de discrétion, qui dans le fond m'ont beaucoup aidé à rembourser l'essentiel de ce que je devais à ces gens-là. Mais sans ces 2 personnes-là, j'ai aucune idée d'où j'en serais. Alors, à ce stade, j'ai une question, parce que tu le sais pas, Renaud, dans cette émission, on a un petit rituel. Quand tu entends quelqu'un dire « merci la vie », Renaud, comment ça résonne en toi ? Je sais pas, ou plutôt je suis très partagé. Je suis partagé quant au fait qu'effectivement, j'ai reçu et j'ai donné de très belles choses à la vie. Et je suis partagé par le fait que je dis, franchement, je pense que j'ai payé. Mais c'est pas le cas. Donc là, j'ai pas envie de dire merci la vie. Eh ben moi, j'ai envie de le dire pour toi. Franchement, j'ai envie de dire merci la vie pour toi. Parce que, déjà, je suis très touché que tu acceptes simplement de déballer tout ça quelque part. Ça me touche parce que tu pourrais raser les murs, tu aurais pu effectivement repartir dans ce qu'on appelle, que tu dis toi-même, la délinquance. Et puis j'ai en face de moi la même dynamique de la même personne qui m'avait aidé il y a 30 ans en arrière, quand moi j'en avais besoin. Donc ça, je peux pas oublier. Et puis quelque part, c'est ça que j'ai gardé quand je te regarde encore aujourd'hui. Moi je dis encore merci la vie de voir que putain, t'en as pris plein la gueule, t'en as fait profiter les autres largement aussi. Mais aujourd'hui, je suis content de voir quelqu'un qui a retrouvé une certaine humilité, qui à l'époque pouvait se la péter, parce qu'il avait un niveau de vie qui était magnifique et tout, puis il aurait pu se dire, le beau man, avec ses histoires de chômage, j'en ai rien à cirer, c'était pas le cas. Alors moi, je veux te remercier, d'abord. Premièrement, pour nous dire tout cela, puis deuxièmement, parce que j'ai pas eu l'occasion encore de te le dire, de l'effet que ça a eu, cette association pour moi, et un certain nombre de chômeurs à Genève qui ont retrouvé du boulot, voire qui ont monté une entreprise grâce à l'argent que tu m'avais filé. Voilà. Alors c'est moi qui dis merci la vie aujourd'hui. Merci Michel. Si on peut te souhaiter quelque chose, Renaud, c'est quoi ? Oh, je sais pas si je suis très calé dans l'histoire de qu'est-ce qu'on peut souhaiter, etc. et tout. Mais je suis devenu extraordinairement attentif à cette question des invisibles, et je vais développer dans un petit instant, parce que je trouve notre société et nos médias ne s'intéressent qu'à ce qui fait le buzz d'une manière immédiate. Mais une fois de plus, les gens qui ont été condamnés et qui ont purgé leur peine sont des citoyens comme les autres, qui devraient pouvoir être traités comme les autres. Or, ce n'est pas le cas. Quand on parle à des politiciens sur qu'est-ce que c'est que cette histoire de casier judiciaire qui devient de plus en plus demandée par tout et n'importe qui, ouais, mais c'est compliqué, c'est du droit fédéral, etc. Et tout. Lorsque j'étais voir mes anciens profs de droit pénal, il m'a dit, c'est parfaitement vrai, lorsqu'on a révisé tout le code de procédure pénale, on ne s'est strictement pas occupé du casier judiciaire.
Il y a un grand débat en particulier en France, par les temps qui courent, sur le fait de la notion des crimes sexuels. J'entends bien que dans ce genre de cas, il faut pouvoir protéger des mineurs, etc. et tout. Mais on doit pouvoir trouver une solution qui est plus souple que ce casier judiciaire qu'on vous brandit tout le temps et qui vous ferme absolument toutes les portes. Ça va, moi je suis, comme toi Michel, un vieux, donc on fait avec. Mais je pense à tous ceux que j'ai croisés, etc. et tout, qui n'ont objectivement que très peu de chances de s'en sortir du fait de ce casier judiciaire. Donc il faudrait que nos sociétés s'adaptent un tout petit peu. C'est exactement la même chose, et je fais la transition. Les autres invisibles, j'avais comme voisin, lorsque j'habitais à Verrières, un couple avec un enfant qui a à peu près l'âge de ma fille, dont elle souffre de douleurs neuropathiques épouvantables. Ce qui veut donc dire que sa vie est tout le temps marquée par la douleur et qu'elle doit organiser son temps et sa journée en fonction de ses douleurs. Bien. Elle est invisible. Elle n'a pas de canne blanche, elle n'a pas forcément de chaise roulante, etc. et tout, mais c'est une personne qui est en souffrance, qui est reconnue d'ailleurs comme telle par l'AI, etc. et tout. Mais, avez-vous déjà regardé dans un bus ou dans un tram les places réservées aux handicapés? Est-ce que vous savez où elles sont? Eh bien, c'est généralement les 2 ou les 4 places les plus proches du conducteur. Et si vous regardez sur la vitre donnant sur l'extérieur, il y a un petit carré qui doit faire 10 cm par 10 cm avec le logo du fauteuil roulant sur un fond bleu. Personne, jamais, ne regarde ça. J'ai eu l'occasion de dire au patron des transports, Pierre Moudet, que je trouvais que la moindre des choses serait de recouvrir ces sièges de tissu bleu avec le logo. C'est effroyablement humiliant, me racontait cette amie, quand elle doit s'asseoir et qu'elle doit demander à quelqu'un de bien vouloir se lever en montrant sa carte de handicapé. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce sont les arrêts de bus dans lesquels le chauffeur ne s'arrête pas forcément là où le trottoir est le plus élevé, où le chauffeur ne sort pas forcément la passerelle sous la porte qui permettrait d'entrer plus facilement dans le bus. C'est les magasins dans lesquels on ne peut pas croiser avec son chariot sans se cogner. Or, toutes ces petits cognements sont pour cette femme extraordinairement douloureux. C'est la difficulté de trouver des places dans les théâtres, par exemple, qui soient réservées pour justement les personnes malades, etc. Donc, ils font, tous ces gens-là, cette grande cohorte de gens qui souffrent et pour lesquels ça ne se voit pas forcément, font partie de cette grande cohorte des invisibles qui marquent notre société et dont notre société ne s'occupe absolument pas du tout assez. Tu disais tout à l'heure que tu voulais être bénévole dans une association ou quoi que ce soit, simplement parce qu'il faut vivre, tu as ton chemin de vie, et puis je comprends bien que tu as envie de participer de façon active à la société, quoi qu'il en soit. Ça existe des associations qui s'occupent des invisibles? Non. La réponse est très clairement non. Il y a il y a Pro Infirmis, etc. et tout. Il y a une personne à qui, ici, il faudrait rendre hommage. C'était feu le pasteur Alain Bard, qui était l'aumônier de Chandelon et qui était extraordinairement sensible, justement, à ce qui allait se passer à la sortie des prisonniers de Chandelon. Il avait donc créé la fameuse association Carrefour Prison. Et parmi les choses extraordinaires qu'il avait fait, c'est les fameux wagons de train dans la campagne genevoise qui pouvaient accueillir des détenus qui sortaient de Chandelon, ou le bateau, le fameux bateau qui est sur les quais et qui était un lieu d'accueil qui pouvait héberger justement des personnes, des anciens détenus, etc. et tout. Pour des raisons qu'il ne m'appartient pas de juger, l'association du bateau ne s'occupe plus du tout des détenus, mais est devenue un lieu, au demeurant tout à fait remarquable, d'accueil pour des personnes en difficulté et qui organise
il y a une sorte de service social, etc. et tout. De même qu'une fois par quinzaine, un repas qui est organisé le dimanche soir pour toutes celles et ceux qui veulent venir manger gratuitement. Mais non, absolument rien n'est fait pour les invisibles. Les invisibles sont priés de fermer leur gueule et de ne pas emmerder le bon peuple. Au niveau des gens qui ont des soucis physiques ou dans d'autres, il y a énormément d'associations à Genève qui font un magnifique travail. Ne parle pas du magnifique travail qui est fait certainement par les tas d'institutions. Moi, je suis sensibilisé par le fait de l'insertion, en fait, de ces gens-là dans notre société. D'accord. Alors, oui, bien sûr, il y a Pro Infirmis, comme Pro Mentesana, comme tas d'autres qui aident. Mais je ne sais pas si ces institutions-là tapent suffisamment fort du poing sur la table pour que ces gens-là soient insérés. Je reviens à l'exemple des places réservées pour personnes handicapées dans les TPG. C'est juste invraisemblable que personne, une fois foutu le feu à un bus, en disant tant que vous ne recouvrez pas les sièges de tissu bleu, c'est pas gérable. Donc il y a, je rappelle quand même qu'avec la nouvelle constitution genevoise, tous les lieux publics de l'administration doivent pouvoir être accessibles aux personnes handicapées. Combien de chantiers, depuis cette nouvelle constitution, ont été faits pour rendre accessible ? Peu. Allez visiter l'administration cantonale dans la vieille ville. Si vous êtes sur une chaise roulante, vous ne pouvez pas y aller. C'est aussi simple que ça. Alors que la Constitution dit que cette accessibilité est une obligation. Donc, c'est beaucoup plus facile de mettre ces gens-là un peu dans un coin, de dire « Ah, il y a déjà des associations qui s'occupent de vous, donc venez pas nous emmerder », plutôt que de se dire « urgemment temps qu'on s'occupe de ces deux populations ». D'abord parce que, en ce qui concerne les anciens détenus, on fabrique les futurs détenus, parce que si les gens n'ont pas de voie de sortie, ils vont retomber dans la délinquance. Clairement, oui. Ça, c'est le fond du problème. Oui. Et pour les personnes handicapées, vous êtes juste en train de mettre sous un drap, de ne pas vous occuper, une partie de la population qui va augmenter du fait que les gens, les générations deviennent de plus en plus âgées. On ne peut pas continuer comme ça pendant 107 ans. On ne peut pas continuer à ce qu'on ne puisse pas aller dans les magasins, qu'on ne puisse pas se parquer. Et si on se parque, il y a à Genève 49 places pour les handicapés qui sont la plupart du temps prises par des gens qui ne sont pas handicapés. C'est pas possible. Il y a un moment donné où le truc va forcément péter parce que les gens en auront suffisamment assez pour se fâcher très fort. Je crois que le message passe, là. Chers auditrices et auditeurs, effectivement, franchement, soyons vigilants. Moi, je suis déjà des fois, je vais vous raconter quand même une connerie, c'est que la première fois que dans un tram, on m'a proposé de céder la place parce que j'avais les cheveux blancs, je l'ai pris très très mal, parce que j'avais envie de dire, mes pauvres cons, je tiens encore debout. Par contre, si on arrive si facilement, nous qui avons des cheveux blancs sans trop de problèmes, à s'asseoir quelque part, comment se fait-il, et là je te rejoins Renaud, qu'on ose s'asseoir à ces endroits qui sont vraiment dédiés aux gens qui en ont vraiment besoin. Donc oui, là je crois qu'on peut tous et toutes faire un effort. Par contre, Renaud, je reviens et je vais repositionner ma question autrement, parce que j'aimerais quand même une réponse à ce niveau-là. Je vais essayer, hein, tu me diras si je vais trop loin. Je t'ai demandé qu'est-ce qu'on peut te souhaiter. Et là, tu as botté en touche. Alors, je vais poser la question autrement. Comment tu occupes tes journées aujourd'hui et des projets ? Alors, j'ai beaucoup de temps libre, trop de mon point de vue, mais j'essaye de m'occuper du mieux que je peux de la dernière de mes filles et de mon fils. À part ça, j'adore le bricolage, donc je bricole passablement chez moi, pour des amis, c'est quelque chose que je fais toujours extrêmement volontiers. Et puis, je passe un certain temps, mais c'est un peu par crise, à écrire. Je pense que partager une expérience par l'écrit peut être utile. Alors après, on tombe dans un autre problème. J'ai un manuscrit qui est prêt. Je l'ai soumis à un éditeur genevois, que je connais bien, et qui me dit « Ouch, non, je ne veux pas le publier.
En fait, comme je suis assez cash dans ses écrits, il y a probablement beaucoup de gens qui pourraient ou qui devraient se reconnaître. Et je pense qu'il a eu peur. Donc je cherche une autre maison d'édition, mais j'ai à peu près 3, un qui est fini et 2 autres qui sont comme ça en cours d'élaboration au gré du temps, des envies, des besoins, etc. et tout. Donc tu dénonces certainement certaines conditions, certaines positions d'individus, mais je pense que, te connaissant, tu proposes aussi quelque chose de constructif par rapport à ça. Je n'ai pas de réponse sur le constructif. Je me sens plus... Il ne faut pas être prétentieux. Non, mais tu peux avoir des idées. Quand tu dis on devrait mettre d'autres couleurs sur les sièges ou sur des logos pour des sièges de tram. Oui, des idées, oui. Je ne suis pas un spécialiste. Tout au plus, j'aime à penser que je suis un passeur d'idées. Mais je n'ai pas forcément les solutions. Alors oui, depuis que je connais cette femme, je suis beaucoup plus attentif à des tas de petites questions de détail sur l'accessibilité, sur les places réservées, sur l'usage qui est fait, etc. Tout. Mais dans un monde où l'administration est hyper omniprésente, c'est compliqué d'essayer de faire bouger les choses autrement qu'en les dénonçant, si je puis dire. Oui, dénoncer, ça fait partie aussi de quelques-unes de mes activités, tu le sais. Mais personnellement, si je propose pas une solution, je dénonce pas. J'ai le sentiment que c'est un petit peu comme laisser un terrain vague alors qu'on pourrait y construire quelque chose. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça. Ah oui, t'es égal, j'assume. Non, oui. Dénoncer, c'est normal, quelque part. Non, mais dénoncer, c'est pas... Dénoncer, ça relève aussi du fait de rendre attentif à et de ce que ça implique. Je reviens à ces sièges dans les transports publics. Je peux le dire, je peux l'écrire, je peux pas mettre des tissus bleus sur les sièges. On est d'accord, c'est là où je te rejoins quand tu dis que tu es un passeur d'idées. Mais ça, c'est déjà totalement positif. Là, tu es en train en tout cas, tu mets des graines qui, si elles sont arrosées correctement, vont donner quelque chose. Oui, on est d'accord. Ben voilà. Donc, tu vois, on se rejoint. Donc, merci pour ces plantages de graines. Moi, ça me ferait plaisir de poursuivre cette discussion à un autre moment. Peut-être, j'espère qu'on n'attendra pas 2-3 ans avant de se retrouver, Renaud. Parce que je suis persuadé que quelque chose va se passer, la nature a horreur du vide. Là, c'est pas un appel que tu fais, et moi, je suis simplement là pour le plaisir de te rencontrer. Mais j'ai le sentiment que quand même, tu as une certaine humilité par rapport à ce qui t'est arrivé. Par contre, on connaît tes compétences là où elles ont été remarquables pendant longtemps. On n'est pas à la retraite quand on est un bon vivant, et tu es resté un bon vivant, non? J'espère. Ça se voit. Allez, je te souhaite vraiment le meilleur du monde, Renaud. Je te remercie de t'être confié à nos auditrices et auditeurs. Il y en a peut-être qui vont faire la gueule encore en disant « Ouais, mais il a fait des conneries. » Je dis « Écoutez, ça va. Vous êtes peut-être pas passé par le même tunnel pour être aveuglé par la lumière au sortir du tunnel. Donc je vous prie un petit peu d'humilité aussi et de gentillesse. Vous savez que Merci la vie est une émission qui donne la parole à tout le monde. Et puis, c'est pas un challenge, c'est un plaisir. Je vous souhaite à toutes et tous le meilleur du monde. Et encore une fois, merci la vie. J'espère qu'un jour, Renaud, quand je lui demanderai « Merci la vie, qu'est-ce que ça évoque pour toi ?» il va arriver à répondre. C'est tout ce que je lui souhaite. À tout bientôt, chers tous, chères toutes. Merci Michel. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.